Bonsoir les Itata, nous revoilà pour un nouvel épisode de C'est a fait nous. Je reçois ce soir quelqu'un pour qui la bienveillance est un principe de vie. Bonsoir Céline Gomard. Bonsoir Jean-Marc. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Quand je dis que la bienveillance pour vous est un principe de vie, vous êtes d'accord? Oui, je fais vraiment toute ma philosophie, elle est basée là-dessus. Et la bienveillance, c'est aujourd'hui quelque chose d'essentiel dans une période plutôt trouble. Ça devrait même être notre état naturel, de revenir à notre essence. On en a besoin. Vous êtes psychologue du travail? Oui. Vous pouvez nous préciser un petit peu votre activité professionnelle? Oui, alors je suis psychologue du travail, ergonome et praticienne en libération émotionnelle post-traumatique. Libération émotionnelle post-traumatique. Oui, en fait, il peut arriver que dans des moments de la vie, on passe par des transitions, des événements forts. Et en fait, c'est comme si on avait 3000 volts d'intensité émotionnelle qui arrivent et que nos conduits électriques, le système nerveux, ne peut conduire que 1000 volts par 1000 volts. Et là, le cerveau, il fait non, stop. On bloque ça. Et il suffit qu'il y ait un événement qui va rappeler le dit événement. Et hop, le cerveau, il en profite pour sortir 1000 volts. Pour libérer, parce qu'il y a quand même 3 millions, ou 3000, je ne sais plus ce que j'ai dit. Bref, mais en tout cas, pour dire que, et c'est pour aider, lorsqu'il y a cette stagnation, cette émotion qui reste coincée dans le corps, pour aider justement à que ça puisse passer et pour aider la personne à aller sur une nouvelle phase de sa vie. Très bien. Alors, on va découvrir votre parcours à travers toute cette émission et votre activité professionnelle diverse dans la deuxième partie, mais on commence par Kimounouye. Alors, qui est la femme Céline Gomard, en quelques mots? En quelques mots. Bienveillante, mais c'est déjà été dit. Cheminement de conscience et qui aime rire. Très bien. On va voir si vous riez ou si vous nous faites rire durant cette émission. On va démarrer par une première photo, puisque ce sont les photos et les vidéos qui rythment cette émission. Et c'est une double photo d'ailleurs qui nous renvoie à votre prime jeunesse. C'est ça, flashback. Alors, on va commencer, on regarde ces deux photos. Alors, il y a la photo de droite où je suis bébé. Et j'aime beaucoup cette photo, elle est en noir et blanc. Et la photo de gauche, c'est vraiment la tête de premier de la classe avec les lunettes. J'avais un strabisme, donc avec le scotch pour ne pas regarder dans l'angle, etc. Et une photo de classe. Voilà. Ouais. Comment s'est passée votre enfance? Quels souvenirs vous en avez? Alors, un souvenir à l'école, c'était assez... En fait, moi, j'adorais l'école. Donc, j'aimais toujours ça. Et en fait, j'aimais beaucoup apprendre. Donc, j'étais une véritable tête d'ampoule. Ou maintenant, on dit une nerd, enfin, je ne sais plus comment on appelle. Et j'aimais ça. Et mes passe-temps, c'était l'école et la bibliothèque. Oui, je sais, ça fait un peu, ça craint, mais j'étais très heureuse quand même. Et un souvenir de l'école, j'étais assez seule. J'étais pas spécialement aimée, j'avais pas spécialement d'amis, parce que j'étais pas habillée, comme on peut le voir, il n'y a pas écrit Nike sur ma robe, donc je ne sais plus ce que c'était, mais j'étais pas à la mode. Et donc ça, c'était un peu dur. Mais après de là, on va voir comment est-ce qu'on peut sublimer et transmuter tout ça. Où s'est passée votre enfance? Dans quelle région? Alors moi, je suis née à Paris 20e, donc j'ai fait toute mon enfance essentiellement dans le 18e. Donc j'étais vraiment dans le 18e, le quartier. D'une famille chaud. martiniquaise? Oui, mes parents sont tous les deux martiniquais. Et je suis comme Doc Gynéco, moi je suis née là-bas. Et mes parents sont ici. Et ensuite, donc la vie, ça a été Paris, l'adolescence aussi à Paris? Oui, région parisienne. Après, j'ai adolescence Paris. Après, j'ai été un peu plutôt Courbevoie, Agnières, 92. Mais j'ai beaucoup crapahuté dans l'Île-de-France. Ouais. Et la construction de cette personnalité durant l'adolescence, ensuite vers les études, comment s'est-elle passée? Avec un gros bouton sur le nez. C'est-à-dire? Ça veut dire, c'est la période un peu ingrate quand même. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'à cette époque-là, on pousse, mais dans des ordres différents. On pousse par les pieds, après il y a le visage qui change un peu, puis après on grandit d'un coup. Et l'adolescence, c'était pas très facile. Mais j'étais toujours dans les...
part la quatrième, c'était un peu dur. Donc là, j'ai eu un petit pic, mais après, j'étais toujours dans les premières de la classe, entre guillemets. Et puis après, la seconde, ouais, ça a été un peu difficile. Déjà, à ce moment-là, conscience d'être un petit peu différente, d'origine martiniquaise, vous saviez où étaient vos origines? Mais alors, mais conscience, mais à 3000%. En fait, quand j'étais en seconde, j'ai intégré le 3e meilleur lycée de Paris. Très bien. Et merci. Et en fait, on était 2 noirs. C'est-à-dire, il y en avait 2. et oui, là, on voit tout de suite que c'est pas la même population. Là, j'ai découvert qu'il y avait des personnes de mon âge qui étaient plutôt aisées et que moi, je me débrouillais toute seule pour faire mes cours. Donc, c'était vraiment... Ouais. Donc oui, consciente quand même que j'étais noire et qu'en plus, c'était mieux quand j'avais les nattes ou des mèches et pas les cheveux naturels. Ouais. Donc, ouais. Alors, on fait un saut jusqu'en 2006 et on va découvrir la photo suivante que je vais vous laisser décrire. Ah, alors là, j'avais été invitée par une tante, c'était dans un restaurant tahitien, parce que j'aime beaucoup la danse tahitienne, enfin plein de danses. Et là, comme j'ai dit, pas les cheveux naturels. Donc, cette photo me tient à cœur, parce qu'en fait, c'était à l'époque où je mettais des tissages. Et en fait, du coup, je tressais, je faisais ça moi-même, oui, parce qu'on on développe la débrouillardise. Et donc voilà. Et c'était un repas super bon. Oui. Et le souvenir de cette époque de 2006, c'est quoi? Études. Oui, vous aviez une vingtaine d'années. C'est ça, les études. Et c'était quoi les études? Psychologie. Oui. La psychologie, c'est 5 ans d'études. Et moi, j'ai travaillé en même temps que les études. Donc, je travaillais la nuit, le jour. J'ai fait plein de métiers. Et c'est vrai que j'ai mis pas mal de temps pour finir mes études. Pas pour une affaire de niveau, mais pour une affaire, des fois, je travaillais la nuit, j'allais en cours le lendemain. J'étais juste avec des valises sous les yeux. Et voilà, tenir le cap pour être diplômée, quoi. Et vous avez été diplômée en psychologie en quelle année? En 2011. Alors, on va y revenir. Super. Je suis allé trop vite. Ah, trop vite. D'abord, on va passer à une photo de 2009 de mémoire. Où on va voir que la morphologie a un petit peu changé quand même, il me semble. Ah ouais. Alors, cette photo, elle a été prise dans le RER, donc dans le train. Oh, ça y est, je me rappelle, punaise. En fait, j'ai été pour aller faire du babysitting, justement. Donc, c'était un de mes boulots. Donc, et là, j'ai les cheveux naturels. Voilà. Là, je découvre un petit peu... Les cheveux naturels, ce qu'on appelle le nappy. Exactement. Enfin, le style nappy. Naturel et happy, donc euro naturel. Et là, j'étais super contente. Je découvrais ma chevelure. Donc, je mettais 2 peignes, les peignes de l'époque. Là, et je mettais ça, j'étais très heureuse. Ouais. J'aimais bien. On a l'impression que vous êtes un peu craintive sur cette photo, non? Ah, peut-être, vu que j'étais en train de faire comment ça s'appelle, un selfie. Donc j'essaie d'être naturelle. Ah, donc là, c'était un selfie, c'est vous qui avez pris la photo, d'accord. J'essaie d'être naturelle. Donc, un sourire plus ou moins naturel. Donc, du baby... j'ai dit quoi, baby? Oui, du baby. Babysitting? Oui, du babysitting. Babysitting, pardon. Soutien scolaire plutôt. Ouais, soutien scolaire. Voilà, donc parce que vous aviez besoin de travailler en fait pour financer vos études. Ah oui, parce que en fait, mine de rien, quand on est étudiant, il faut se loger, il faut se nourrir. Et oui, donc du coup, je faisais du soutien scolaire. D'ailleurs, c'est l'astuce à tous les étudiants. Le soutien scolaire, c'est pas mal parce qu'on peut avoir du temps libre et être plus ou moins bien payé. Très bien. Là aussi, ça reste un bon souvenir de cette séquence pour vous, cette séquence de votre vie, ou c'était particulier? En fait, toutes les séquences sont des bons souvenirs maintenant, parce que j'ai réussi à en retirer vraiment des moments un peu difficiles, d'en tirer force et surtout résilience. Oui. Donc, d'évoluer encore. Résilience, c'est un mot très, très à la mode, décidément. Oui, mais c'est vrai que des fois, je ne sais pas si on sait bien le définir, parce que des fois, on a l'impression que... Voilà, la résilience, c'est-à-dire qu'on a un état avant, avoir un dit choc, un dit événement, puis après on tombe, entre guillemets. Donc là, ça ne va pas bien, etc. Et là, on remonte. Et contrairement à ce qu'on croit, on ne va pas remonter au même niveau. On va dépasser le niveau. Donc on est sublimé, on est même mieux qu'avant ce traumatisme. Oui. Parce qu'on a gagné en expérience, parce qu'on a tiré une leçon aussi de ce passage. En apprentissage. Et qu'on est censé redevenir plus fort. Oui, on a gagné en apprentissage, sage. Donc, du coup, on devient de plus en plus sage. Alors, on en arrive à 2011. On continue à remonter votre parcours. 2011, avec ces 2 photos. C'est ça. Le fameux diplôme. Le fameux diplôme. Alors là, on peut voir ma chère prof qui m'a donné le goût, en fait, de l'ergonomie. Et en fait, elle m'a fait une bise, elle m'a dit un mot dans l'oreille.
Et parce qu'elle m'a dit, mais je suis tellement heureuse que tu sois diplômée, parce qu'elle m'avait vue m'accrocher, faire mes études en même temps, enfin mes études, travailler en même temps. Et ouais, là c'était vraiment. Et là il y a le monsieur qui est aussi très souriant, très content en fait. Ouais, j'étais contente. C'était dans une faculté? Oui, la faculté de Nanterre. Oui. Puis je l'ai eu avec mention, histoire de bien faire. Donc là, Master 2 de psychologie? Psychologie du travail et ergonomie. Oui. Donc c'est vraiment l'ergonomie, vous nous rappelez ce que c'est? Ergonomie, ça va être l'adaptation. Alors, l'adaptation du travail, des conditions de travail et des outils à l'homme. Oui. Donc je vais vraiment tout faire pour adapter tout cela à l'homme, l'homme avec un grand H, hein, bien sûr, pour gagner en efficience, en efficacité, en sécurité et en santé. L'ergonomie, donc ça veut dire que c'est lié aux conditions physiques ou pas seulement? Ça peut être lié aussi à l'environnement? Le travail, ça va toucher l'environnement physique. Donc par exemple ici, on est dans une pièce avec une superbe table. Et il va y avoir la température, la vibration, le son. Il va y avoir aussi psychologiquement comment je me sens. Donc là, la température de la climatisation est importante? Ouais. En termes d'ergonomie, ça compte? Oui, ça va. Oui, parce qu'en fait, on ne va pas dépenser la même énergie lorsqu'on est dans une ambiance chaude que dans une ambiance froide. Donc ça va vraiment jouer sur le corps. Et en tant que psychologue du travail ergonome, je prends en compte aussi les rythmes naturels du corps. On appelle ça les rythmes circadiens. Donc c'est très important de regarder ça selon pour les personnes qui ont un travail posté, qui va travailler la nuit, qui va travailler le jour avec le piétinement, en marchant beaucoup, dans quelle ambiance. Par exemple, lorsqu'on passe d'un environnement où il fait chaud et après on va dans du froid. Donc je sais pas, je dis n'importe quoi, je suis en boulangerie, après je vais dans le frigo, après je reviens devant le four, voilà, de regarder donc l'ergonomie n'est pas uniquement liée à un travail de bureau, ça peut être, ce sont vraiment toutes les conditions de travail en fait. Oui, surtout. À chaque fois quand on me dit que je suis ergonome, on me dit « Ah Céline, vous allez régler notre fauteuil ?» Oui, mais pas que, c'est vraiment, je fais de la formation, voilà, donc il y a vraiment, je peux animer en geste et posture, mais pas que, en prévention des risques psychosociaux, le burn-out, la dépression, l'estime de soi, enfin vraiment... Ah oui, c'est vraiment très vaste. Ouais. Tout qui va concerner le bien-être de la personne. Alors après ce Master 2, vous avez commencé à exercer? Comment ça s'est passé? Vous avez travaillé où au départ? J'ai travaillé en Bretagne. Donc c'est là d'ailleurs que j'ai atterri pour mon stage de fin d'études. Et là j'ai eu une première mission où j'avais 22 établissements. Donc 18 EHPAD hospitaliers et 4 EHPAD territoriaux. Donc sur plusieurs petites villes, dont un EHPAD qui était sur une île. Donc c'était très intéressant. Alors c'était aussi très dur aussi. J'ai expérimenté le burn-out. Avec beaucoup de déplacements. Ah oui, déjà. Ah oui, direct. Il faut faire les choses bien. Hein. Donc en fait, c'est une grosse mission. Et puis quand c'est le premier poste, on veut y aller à fond, on veut tout donner. Et puis après, ça m'a permis. Le burn-out a été une superbe opportunité de me rendre. Ah ouais. Ah oui. Pour moi, c'était une très bonne opportunité. Vous êtes mis à la place de vos clients, ou en tout cas de ceux que vous suiviez. Et alors, oui, et tout en sachant qu'à cette époque-là, je n'utilisais pas mon titre de psychologue. Je l'utilisais en Martinique. Pourquoi? Parce qu'à cette époque-là, je ne me sentais pas avec la maturité émotionnelle et de vie pour faire mon métier de psy sans être en mode poubelle émotionnelle ou vraiment en récupérant la souffrance de l'autre. Donc là, j'étais vraiment en tant qu'ergonome. Alors bien sûr, je dis que j'étais psychologue du travail, mais c'est vraiment ici que j'ai vraiment développé toute cette partie psychologie du travail. Alors, on va revenir à la Martinique dans quelques minutes, mais on passe à une autre photo. Là, on change complètement de décor. On va voir deux photos d'ailleurs. Alors, Casa Domingo, c'est quoi Casa Domingo? J'aperçois Casa Domingo. Alors, en fait, ces photos, c'était en quelle année? Justement, je crois que c'était après le burn-out. C'est 2015. C'est ça. Et c'était l'année d'après. En fait, c'est le pèlerinage de Compostelle. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais des problèmes de digestion à l'époque et j'étais pas bien. Et le médecin m'a dit, mais il faut que vous allez marcher. Là, je regarde, je fais, très bien, je vais aller faire le pèlerinage de Saint-Jacques. Et en fait, c'était pour moi une grande victoire parce que je ne suis pas une grosse marcheuse et j'ai des douleurs dans la plante des pieds, donc c'était très compliqué. Et je voulais le faire en y allant. J'ai prévenu quasiment personne. Je suis y allée et j'y suis allée et j'aime bien cette photo parce que j'ai réussi à faire les 100 km, d'où la Compostela, en disant j'ai fait les 100 km.
Et, Le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle, c'est un pèlerinage qui a été fait sans doute par des millions de personnes. Ouais. Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce pèlerinage? Au-delà du fait que c'est très spirituel, a priori, Oui, puisqu'on fait oui, des étapes. exactement. Alors, ce que j'aime bien, c'est que c'est pas teinté dans une religion. C'est vraiment spirituel, comme vous dites. Ça veut dire que c'est la manière d'appréhender la vie, et c'était très ouvert. Et ce que j'ai trouvé d'extraordinaire dans ce pèlerinage, c'est que à chaque fois, quelqu'un qui vient nous voir, il nous dit, déjà, il y a un grand respect pour les pèlerins. Donc déjà, à chaque fois, on disait « Buen camino », bon voyage, bon chemin. Et à chaque fois, on nous demande « Quel est ton chemin ?» Il y a toujours une raison pourquoi on fait le pèlerinage. Oui. Et moi, je voulais vraiment marcher en moi-même. Je voulais vraiment commencer à continuer à me libérer de poids du passé, de questionnements, etc. Et j'ai beaucoup aimé parce que ça nous permet d'aller au-delà de nos limites. Oui. Donc, j'ai pu découvrir mon propre rythme aussi. Donc, ma cadence. Puis, je me suis fait des connaissances sur le chemin. Donc, après, on a marché ensemble, on a trouvé des compagnons de voyage. Et voilà. Donc, ça, c'était chouette. Combien de temps, ce pèlerinage? 100 km, c'est pas mal quand même. Hein, Ah oui, mes pieds s'en souviennent. Et d'ailleurs, quand je suis arrivée à l'église, parce que je ne voulais pas spécialement y aller, mais j'ai réussi à y aller pour la messe. Et en fait, on m'avait arrivé dans un tel état, je pense que les gens pensaient que je venais de la bande 0. Parce que tout le monde m'a laissé passer. Et oui, c'est vraiment pas mal. En combien de temps, non? J'ai fait ça, oui, parce que j'ai oublié la question, merci. Je l'ai fait en 6 jours. D'accord, c'est pas mal, 6 jours. Ouais, c'est pas mal. Ça fait une moyenne de... Ça fait plus de 15 km, pratiquement 16-17 km par jour. Voilà, le premier jour, j'ai fait 25. Et là, j'étais très contente. Je suis arrivée parmi les dernières. Et puis après, le deuxième, j'ai fait beaucoup moins. Et après, là, j'ai échelonné pour faire un peu moins parce que c'était vraiment trop. Et puis surtout, il y a le sac, en fait. Oui. Donc, il y avait le sac. Et là, en fait, on voit que j'ai un petit sac parce que j'ai envoyé mon sac. Donc, en fait, j'ai envoyé mon sac avant. Et donc, ça, c'était une belle victoire. Alors, de 2015, on passe à 2017, et là, on arrive en Martinique, avec la photo suivante, les photos suivantes d'ailleurs. Exactement. Et c'est marrant, la façon dont vous avez comparé 2017-2020, pourquoi? Alors, 2017, parce que je venais d'arriver, donc je suis arrivée en février 2017. Il y a des kilos en moins, j'ai l'impression. Ah ouais, il n'y a pas qu'un peu, hein, il y a une vingtaine de kilos en moins. Ah oui? Donc je suis arrivée, ça y est, c'était le grand changement. Je viens m'installer en Martinique. Et en fait, j'ai fait cette photo, en fait, pour dire la vérité, c'était la photo d'Elox, anniversaire d'Elox. D'accord. Et en fait, mais au-delà de la photo d'anniversaire d'Elox, c'était surtout la comparaison du poids. C'est-à-dire que pour moi, le poids a toujours été un sujet mais compliqué dans ma vie. Toujours à faire les montagnes russes, voilà, le yo-yo, mais pas avec du 2-3, on est vraiment sur du 15, etc. Et là, j'étais arrivée au maximum, mais j'étais là, en février, j'étais à 92 kilos, quoi. Et je ne me rendais pas compte. Et là, c'était, comme j'accompagne les personnes vers aussi de la libération de kilos émotionnels, ben, c'est pour vous dire, mais regardez, et ça reste à peu près stable, quoi. Après, des fois, ça va un peu bouger, selon, voilà, mais ça reste stable. Est-ce que le retour aux sources, le retour en Martinique, il a été pour quelque chose dans cette métamorphose? Oui, je me rappelle quand on a fait une fête en janvier pour dire que je partais. Et quelqu'un m'a demandé... mais janvier 2017. Donc oui, pardon, janvier 2017. m'a dit, mais Céline, pourquoi tu pars en Martinique? Et je lui ai dit, pour me rassembler. Et là, j'ai regardé, je fais, mais pourquoi je dis ça? Et en fait, c'était vraiment ça. Autant que la Bretagne était la terre vraiment de connaître la nature. J'ai vraiment connu la nature, la force de la nature en Bretagne. Autant que la Martinique, pour moi, est une terre révélation. Ça vraiment, c'est-à-dire que tout ce qu'on a pris le soin d'enfouir en disant c'est bon, tout ressort. Oui. Et là, c'est une superbe opportunité pour justement se libérer. Oui, c'était pas la première fois que vous veniez en Martinique? Pour moi, je considère que non, c'était pas la première fois. J'étais venue déjà 2 fois, mais pour 1 mois, je compte pas. Vacances, là, pour moi, voilà, c'est vraiment ma première fois. Et ce retour aux sources, ce retour sur la terre de vos parents, j'adore. Qu'est-ce que ça... J'adore. Mais comment est-ce que vous l'avez vécu? Très bien. Mais parce que j'avais déjà fait un travail dans la tête, ce qui veut dire un travail d'estime de soi, un petit peu, mais pas encore bien ancré, parce que là, on voit qu'en 2017, je n'étais pas spécialement 100% bien, mais surtout un travail que je connaissais ma valeur. Ce qui veut dire que j'étais moins sensible faut qu'on dira-t-on, des choses comme ça. Et puis moi, j'ai toujours été très transparente. Ce qui veut dire que rapidement, je disais, oui, je viens de la Martinique, enfin de la France métropolitaine, je suis comme Doc Gynéco. Enfin, j'ai jamais cherché à cacher. Donc en fait, j'ai toujours été très bien accueillie, en fait. On va continuer à découvrir votre parcours de façon un petit peu différente à travers la rubrique Martinique.
Donc la Martinique, on a vu, vous êtes revenu en 2017-2020, mais on va voir que sur certaines photos, vous n'étiez pas encore en Martinique. Là, sur les photos qu'on va Oui. voir, on va en voir une première. D'ailleurs, où on va retrouver... alors c'est une danse, c'est une représentation, c'est avec du madras en l'occurrence. Exactement. Alors ça, c'était une photo qui a été prise et qui a été publiée dans un journal en Bretagne. Mhm. Et en fait, c'était pour une représentation. Parce que j'étais en Bretagne et on était dans mon village, il y avait 420 habitants, plus de vaches que d'habitants. Et Ça me rappelle quelque chose. Ah oui, oui. ça se rappelle. Camini. Exactement. Et c'était vraiment ça. Et quand on est en région parisienne, entre noirs, alors si c'est africain, antillais, on va dire cousin, cousine. Mais là, il devait y avoir 3 noirs à tout péter. Et là, quand on se croise, c'est ma sœur. Et en fait, là, j'avais envie de me reconnecter, aussi de faire découvrir aux Bretons. J'en avais marre du cliché. Ah, t'es antillaise, vas-y, Francky. Enfin, oui, d'accord. Bon, je remercie Francky. Il a fait sa part, il a contribué. J'ai envie de lui dire, mais c'est pas que ça. C'est pas, Voilà. c'est pas forcément l'image qu'on voudrait donner de chez Exactement. nous. Hein. Et du coup, j'ai créé un spectacle. D'accord. Voilà, et qui raconte les Antilles, et à l'honneur de mon arrière-grand-mère, mon Nini. Je l'ai appelée mon Nini, raconte-nous les Antilles. Et j'avais 2 enfants, un petit enfant de 3 ans et une enfant de 12 ans. Et Qui jouait avec vous sur la pièce. sur la bande-son, parce que c'était une bande-son. D'accord. Et ma grand-mère au téléphone, donc du coup, qui parlait en créole, et mon compagnon de l'époque qui traduisait en français. Et du coup, j'ai fait plein de tableaux. Oui. Vraiment, voilà. Et comment elle a été reçue, cette représentation en Bretagne? Oh là là, salle comble en toutes les places prises, c'était dans un restaurant très bien reçu, c'était tip top, Oui. vraiment. Et là, c'était déjà un peu la reconnexion avec son île d'origine Non, Non, pas vraiment. La danse, en fait, moi j'ai commencé à danser à 18 ans, D'accord. donc 18 ans, 2001. Et j'ai commencé à danser à 18 ans. Donc, en fait, j'ai commencé par la danse afro, Afrique de l'Ouest traditionnelle. Et puis après, je me suis dit, mais Céline, après le moderne, après, je me suis dit, On va mais avoir tu des connais photos pas. de danse tout à l'heure. C'est oui. ça, c'est ça. Et après, je me suis dit, mais tu connais pas, en fait, ta culture. Et là, je me suis ouverte à la danse, plutôt le Gros-Cas d'abord. Parce que le Gros-Cas est plus facilement accessible en métropole. Et après, j'ai trouvé du Belay. Alors justement, puisque vous parlez de Gros-Cas de Belay, forcément, on pense tambour. Et on va voir la photo suivante. Alors, un tambour sur une plage bretonne. Exactement. Avec une martiniquaise au milieu. C'est ça. Et en fait, cette photo, elle me tient à cœur parce que c'est le tambour d'un ami. Et justement, comme il a vu la pub de ce spectacle, il n'a pas pu venir, donc il m'a contacté, on a pris connaissance. Et lui, il commençait à prendre le tambour et moi la danse. Et donc, on s'est revus et on a pris cette photo-là. Voilà. Et sur la plage, pour montrer aussi que le Martiniquais, là, moi en tant que Martiniquaise, il y a du métissage en fait. Et il y a aussi beaucoup de Bretons. Oui, oui. Et là aussi, le tambour, vous l'utilisiez dans votre spectacle? Non, c'était vraiment la rencontre. Voilà, c'était la rencontre. Non, malheureusement, j'avais pas de musicien et et puis je l'ai rencontré qu'après. Donc j'ai tout fait sur musique, j'ai mixé sur CD, etc. Mais je n'avais pas justement un tambouiller. Ça, j'aurais bien voulu. Et puis donc, vous l'avez dit, vous adorez la danse. Donc on va voir sur les 2 photos suivantes. Donc là, on a des danses, alors qui ne sont pas forcément des danses martiniquaises. Hein. Et non, c'est pas martiniquais, mais en tant que on verra ça après. Donc je ne vais pas trop d'avance sur le programme, mais donc là on a une danse indienne, donc la danse Kathak de l'Inde du Nord. Et là on a plutôt une danse égyptienne mais bédouine. Donc là c'était du gawazi. Donc là en fait on voit pas, mais j'ai les petites timbales. Et donc voilà, donc on est vraiment avec Gawazi, on est vraiment dans les danses au niveau du sol, avec le rein, avec beaucoup de tremblements, de déhanchés. Et là, en fait, souvent on connaît surtout le Bharatanatyam. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé, mais moi c'est plutôt le Kathak. Donc c'est beaucoup de tours, de petits mouvements. On n'est pas dans les mêmes registres. Oui. Et qu'est-ce qui explique que vous ayez cette passion pour la danse, et particulièrement pour les danses j'ai pas envie de dire exotique, c'est pas le bon mot, hein, mais des danses traditionnelles d'ailleurs, on va dire. Ouais, alors en fait, ma passion, elle est née, je me rappelle, j'étais enfant, je regardais la télé, et là je vois, je pense, Tahiti ou des danses comme ça, et je fais... Et désir de voyager. Et là je me suis dit, mais je sais pas si je pourrais voyager, mais je vais apprendre toutes les danses où on bouge les hanches.
Parce qu'à chaque fois, on se moquait de moi, que j'avais des grosses hanches, etc. J'étais pas filiforme, en fait. Et je me suis dit, je vais apprendre toutes les danses, on bouge les hanches. Et effectivement, là, on en voit deux, mais je me suis mise au tahitien, Hawaï, samba, Brésil. Voilà. Je peux encore continuer un petit peu. Mais Comment voilà. expliquer que vous ayez voulu diffuser ces photos dans la rubrique Martinique? Ça participe aussi d'une construction quelque part? Exactement. Que le Martiniquais, la Martiniquaise, on est mélangés. Ah Donc, ben ça tombe très bien, on va voir ce fabuleux montage que vous avez fait pour nous montrer un petit peu toutes nos origines et notamment de la femme martiniquaise. voilà. Pour l'homme, ça aurait été Oui, presque ça aurait été pareil, on va pareil. dire. Exactement. Voilà, pourquoi cette espèce de patchwork d'origine Parce que ça me tient à cœur. Je trouve que c'est notre force. Et j'ai envie qu'on se reconnecte avec notre force multiculturelle. Et là, donc, on va regarder en haut à droite, la femme martiniquaise. Donc, on commence par l'amérindien. Donc, c'est pour ça qu'il y a écrit amérindo. Après, j'ai mis européo, parce qu'il y a eu après les colons qui sont arrivés. Donc là, l'européenne, elle est en bas, au niveau du cou, là, on voit que c'est une bretonne, en fait. Ce sont les cheveux, le corps d'une bretonne. Après, j'ai mis Afrique de l'Ouest, parce qu'essentiellement, c'était là. Donc là, ça va être la bouche et une partie du nez. Après, il y a Asie, donc l'Asie. Donc là, il y a la Chine. Et il y a l'Inde, d'où le cou et le rappel avec le bijou. Et arabique, que j'ai découvert, alors on ne le voit pas très bien, mais c'est au niveau de la joue, on voit c'est une libyenne avec le voile. Et en fait, on a tout ça dans notre sang, dans nos veines. Et j'avais envie de me reconnecter avec toute cette force, parce que pour moi, c'est la force de mes ancêtres. Et ça vous a permis, vous vous en êtes rendu compte, vous le saviez de toute façon, que la Martinique était un territoire avec des origines multiples, enfin les Martiniquais avaient des origines multiples, mais en quoi ça a été important pour vous dans votre construction à vous? C'est surtout ici. Oui. C'est-à-dire que je le savais théoriquement en métropole, mais c'est quand je suis arrivée ici, en fait, que j'ai vu le nombre de temples, synagogues ou de lieux différents, de couleurs de peau différentes, de cultures différentes. Et j'ai trouvé que c'était important que je me réconcilie avec cette part. Et là, c'est l'année dernière, j'ai découvert qu'on avait des origines arabiques. Et je ne savais pas. Et j'ai fait, mais c'est extraordinaire. Donc voilà. Et comment est-ce que vous ressentez, en fait, est-ce que vous avez l'impression que les Martiniquais, Martiniquaises se retrouvent à travers ce patchwork, ce melting pot, en fait? Est-ce qu'on accepte et est-ce qu'on revendique ces multiples origines? Alors, on a l'impression que parfois c'est un peu difficile. Compliqué. Alors, sans faire de généralité, bien sûr, parce qu'il y a toujours du cas par cas, mais globalement, c'est le message que je souhaite passer parce que c'est pas ce qui va être beaucoup véhiculé. Et des fois, on va plutôt même se tirer dans les pattes. Un tel est haïtien, un tel est machin, c'est un Saint-Lucien, ou un tel. Et j'avais envie de dire, mais on a tout ça en nous. Donc voilà, c'était ma manière de... parce que pour pouvoir développer notre force, il est important de regarder notre histoire, mais de la regarder avec tous les côtés. Ça veut dire pas que le côté souffrance, pas que le côté... Parce qu'on va quand même pas se mentir, ça n'a pas été des mariages d'amour. Donc ça a été essentiellement des relations de viol, on va dire les mots. Donc, ok, il s'est passé ça, je le regarde. Et je regarde qu'est-ce que je peux en retirer. Et ce que je peux en retirer, c'est que quand on se regarde, je vois les différences de peau, je regarde les cheveux, je regarde tout ça, je me fais waouh, c'est extraordinaire. Parce que tous mes ancêtres, ils auraient pu tous se suicider, mais en fait, ils ont gardé cette force pour que moi, aujourd'hui, je puisse continuer. Et par devoir pour eux, pour être heureuse. Et ça, cette mixité multiple, vous la revendiquez? Oui. Très clairement. Oui. Est-ce que dans votre travail aussi, vous l'utilisez, on parlait de résilience, quelque part, c'est un peu ça aussi, c'est la façon d'utiliser des moments sombres de notre passé parfois ou de notre vécu pour rebondir plus haut. Tout à fait. Alors, je l'utilise parce qu'en fait, mon approche, elle est holistique. C'est-à-dire que je prends l'individu dans son entièreté. Oui. Donc, je prends en compte ses valeurs. Donc, je demande toujours, pas pour faire du prosélytisme, mais pour savoir, pour que je puisse respecter le champ de référence, le jargon de la personne, de quelle obédience elle est, quelle religion. OK, je sais que son univers de référence avait telle ou telle chose, et je sais que je vais valoriser son identité. Donc, ce qui lui appartient, ce qui lui est important pour elle. Et c'est pour ça que ça fonctionne, parce que je vais dans le sens des valeurs des personnes. Alors, avant de continuer à parler de votre activité, de votre méthode de travail, on va voir une photo de plage. Alors, on a vu tout à l'heure une photo
de la plage en Martinique, et là, Oui. de la plage en Bretagne, pardon, et là, je pense que c'est la Martinique. Alors, dites-nous pourquoi vous avez voulu cette photo-là, à cet endroit-là. Alors en fait, c'était un atelier. Mhm. C'était un regroupement pour l'écologie, en Mhm. fait. Donc on avait nettoyé une plage, et c'est une plage du sud, et je crois que c'était Cap Macré de mémoire. Et en Mhm. fait, j'ai fait un atelier où on a fait un peu toutes les danses du monde. Donc là, on était en train de travailler les mains avec la danse orientale. Voilà, et j'y tenais parce que on peut faire cette approche de se recentrer en son soi, de faire la paix en soi, mais de plein de méthodes différentes. On peut passer par le corps, voir quelqu'un, enfin qu'importe. Et là, je suis passée par le corps. Vous parlez beaucoup de faire la paix en soi, faire Mm. la paix avec les autres. Expliquez-nous pourquoi ce mot paix est important pour vous. C'est On mon va en co- reparler aussi dans la dernière c'est partie, mais là ça. déjà, par rapport à votre travail ou à votre démarche. Ça, c'est parce que c'est mon côté bienveillant. Mhm. Mais essentiellement, c'est que pour aller vers un monde que l'on souhaite créer, différent, avec plus d'écoute, avec plus d'harmonie, avec plus de sérénité, ben, pour le vivre à l'extérieur, il faut d'abord le vivre à l'intérieur. Sans l'incarner, on ne peut pas apporter ce qu'on n'a pas. Donc il est d'abord important de faire la paix en soi-même, de faire la lumière, de mettre la lumière sur ces zones d'ombre, de regarder la réalité, pas que celle qui nous arrange, que le côté lumineux, que le côté obscurité. Non, de regarder l'ensemble et de dire « ok, c'est ce qui est ». Parce qu'à partir du moment que je la reconnais, ben, j'arrête de l'éloigner de moi. Et quand c'est plus loin de moi, ben, je peux avoir une action dessus. Donc je le rapproche, je regarde ce qui m'appartient et j'agis sur ce qui m'appartient. Alors, Céline, on va regarder une petite vidéo de présentation de D'accord. votre activité, et puis on revient en plateau. C'est très court. Ok, merci. Vous avez été très présente sur les médias, notamment chez nos amis de Martinique Première. Mais on a vu d'abord accompagnement holistique. Vous en avez parlé rapidement Oui. tout à l'heure. Alors, c'est un mot qui nous paraît un grand mot, un peu scientifique, un peu hermétique. Ça veut C'est dire ça. quoi? C'est vraiment un accompagnement en prenant en compte l'individu dans son entièreté, de ses valeurs, de son mode de pensée, de ses émotions, de l'impact que ça va avoir sur son corps physique, en termes de maladies, en termes de symptômes, en termes d'inconfort, jusqu'à l'environnement. L'environnement dans le sens environnement physique, lumineux, thermique, les espaces, et aussi en termes de relations sociales. Ouais. Et aujourd'hui, donc, votre activité, elle touche à la fois les entreprises et les particuliers. Oui. Toujours en tant que psychologue du travail, ergonome, ou vous Oui. avez une... Ah. Alors, je peux aussi intervenir en tant que coach. Par exemple, j'ai des personnes, après, qui vont mieux. Ils se disent « Oh, mais maintenant, ça va beaucoup mieux. Je suis prête à me lancer dans mon nouveau projet professionnel. » Je fais très bien. Donc là, je peux t'accompagner. On va d'abord libérer les freins à tout ce qui est... Parce que quand on se lance, quand on est salarié et qu'on passe à son compte, c'est un autre mode de pensée. Oui. Et puis après, on va regarder tout ce qui est communication. Donc, je fais le logo, site internet, en WordPress. Je vais faire les plaquettes, voilà, les supports de com, etc. Et on a vu que vous intervenez auprès de particuliers, que vous accompagnez. Vous intervenez aussi en entreprise. Oui. Particulièrement sur quel type d'accompagnement? Bah là, on avait fait appel à moi parce qu'il y avait eu, par exemple, des événements, des décès avec le Covid, ou par exemple des incidents sur le lieu de travail. Donc là, on va faire appel à moi pour libérer au niveau traumatique, pour accompagner lorsqu'il y a des changements. Par exemple, là, j'étais intervenue pour une formation pour préparer à la retraite. Je suis intervenue, c'était dans une école... pour accompagner les enseignants, alors pas les enseignants, pardon, les ATSEM, pour enfants difficiles et professionnels en difficulté. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il n'y a pas d'enfants difficiles, il y a des enfants qui souffrent. Et voilà, les accompagnements, ça peut être vraiment de la formation. Mes formations sont souvent sur mesure. Enfin, c'est que du sur mesure. Je regarde la thématique et je propose et j'adapte vraiment par rapport aux besoins de l'entreprise, du client. Vous avez évoqué le Covid. On sort d'une période effectivement terriblement traumatisante pour beaucoup d'entre nous, pour la majorité d'entre nous même. Est-ce que vous êtes beaucoup intervenu justement pour accompagner, par exemple, des particuliers qui ont souffert psychologiquement du Covid? Particuliers, des personnels de la santé, parce que ça a vraiment été difficile pour plein de personnes, pour des dirigeants aussi, c'est-à-dire qu'on a un peu cet aspect-là, et vraiment,
sur les décès, les choses comme ça, oui. Et là, vous avez senti vraiment une société fracturée, traumatisée? Alors, je ne vais pas être pessimiste, hein, mais en tant que psychologue, on tire déjà depuis un petit moment la sonnette d'alarme parce que les effets vont commencer maintenant à se faire sentir. C'est-à-dire qu'on avait les effets sur le moment. Retard, quoi. Il va y avoir maintenant le après. Et c'est le après qui va être aussi très important d'accompagner. Mais ce n'est pas une affaire de pessimisme, c'est une affaire de réalisme, de regarder. Ça veut dire qu'on ne va pas faire l'autruche en disant « mais non, c'est passé, c'est bon ». Non, on va regarder pour mettre la lumière dessus et pour libérer et pour vraiment passer à une étape suivante. Alors, c'est vrai que le Covid a chamboulé nos vies, mais globalement, comment est-ce que vous percevez, vous en tant que psychologue du travail, la société martiniquaise? Est-ce qu'aujourd'hui, vous considérez que on est vraiment à une espèce de période charnière, en fait, de cette démarche de résilience qui est quasi permanente chez nous, en fait, en réalité, par rapport à notre passé, par rapport à même à un passé récent. On pense notamment au scandale du chlordécone, etc. Ouais. Mais moi, ce que je pense, c'est qu'on a une très grande capacité de résilience, mais qui ne pourra être vraiment développée quand on aura regardé les côtés sombres, mais lumineux aussi. Quand je dis lumineux, ça veut dire dans le sens qu'il y a la force aussi de nos ancêtres. Il y a la force. Il n'y a pas que le côté souffrance. Il y a aussi la force, parce que quand on se regarde, j'aurais pu être que complètement blanche, complètement chinoise ou complètement indienne. Mais non, je suis mélangée. Donc, ce qui veut dire qu'il y en a qui sont restés en vie et qu'ils ont continué. Donc, quand je regarde notre société martiniquaise, je vois plein de capacités, plein de ressources intérieures non forcément reconnues, en dormance, et qui nécessitent juste d'être réveillées pour dire « mais vas-y ». Qu'est-ce que c'est que le concept efficience ergo, Céline Gomard? Alors, efficience ergo... Alors, pendant que vous en parlez, on va voir une petite vidéo qui va... Voilà, allez-y. Voilà. Alors, c'est une vidéo que j'ai créée pour expliquer un petit peu l'ergonomie. Voilà. Et je suis commencée par l'histoire d'une personne de travail. Et qu'en fait, les jours se passent, donc elle travaille tranquillement. Et ensuite, elle échange avec les personnes, tout se passe bien. Et là, elle se dit, moi, je suis bien, moi, dans mon travail, tout va bien. Et le travail continue, comme ça. Et au fur et à mesure du temps, elle se rend compte que la motivation qui la faisait avancer, elle n'arrive pas à l'atteindre. Et puis, ça commence peu à peu à la couler, en fait. Et là, de joyeux, elle commence à changer. Et là, elle commence à mettre un autre masque. Et voilà. Donc, c'est là que ma réflexion, elle a débuté pour dire, mais regardons pour faire autrement. Mais des fois, c'est compliqué de mettre des mots sur des mots parce qu'on n'arrive pas forcément, on n'est pas bien, on n'arrive pas à dire comment on se sent. Voilà. Et efficience ergo, en fait, c'est la contraction de 3 mots. Il y a efficience, comment avec l'énergie que j'ai, si j'ai l'énergie, on va dire, en règle générale, je peux faire tout ça, je suis à 100%, c'est ça. Et aujourd'hui, je suis avec ça comme énergie. Comme avec cette énergie, je peux arriver à avoir le maximum de résultats. Ensuite, on a le sens du geste. Remettre le sens dans le geste. Souvent, on va demander à des salariés de faire des choses, mais des fois, on ne va peut-être pas expliquer pourquoi, dans quel but, quel est l'intérêt. Et s'il n'y a pas de but d'intérêt, on ne peut pas être dans la pérennisation. Et après, il y a ergo pour ergonomie. Donc, c'est un concept que vous avez conçu, c'est le cas de le dire, que vous avez imaginé, oui. Et que vous utilisez en fait à la fois avec les particuliers et les professionnels. Complètement. À chaque fois, j'ai une approche qui va être vraiment basée sur la neuroscience, la psychologie, Carl Gustav Jung, la philosophie. En fait, Gustav Jung, de mémoire, c'est celui qui a notamment interprété les rêves. Alors ça, c'est Freud, mais c'était un pote à Freud. Ils étaient un pote en même temps. Et en fait, Carl Gustav Jung, il a vraiment fait les mythes, les religions, la conscience. Il a vraiment relié la psychanalyse avec au niveau de conscience humaine. Donc c'est vraiment super. Est-ce que ça reste quand même accessible et facilement compréhensible quand vous l'expliquez à vos patients, si on peut parler de patients? Alors, je ne dis pas patients. Clients? Non plus. Alors, dites-moi. Je dis les personnes que j'accompagne, parce que ce sont des accompagnements. C'est-à-dire que la personne, elle initie le mouvement, et moi, je suis à côté. Je ne la pousse pas, je ne la traîne pas. Elle va à son rythme. Des fois, je vais l'encourager en disant je pense que tu peux aller un peu plus vite. Puis des fois, je fais OK, là, on va y aller tranquille parce qu'il s'est passé un certain nombre de choses. Ici, en Martinique, ce concept efficience ergo a toute sa place. Ah oui, complètement. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte, quand je suis arrivée, j'ai développé la partie psycho, puis j'ai voulu développer la partie ergonomique. Et en fait, elle n'était pas connue. Elle n'était pas connue, j'étais souvent associée à un fauteuil et souvent à me dire tu vas faire ci.
On me disait même d'ailleurs comment faire mon travail. Et je disais, mais non, l'ergonomie, c'est bien plus vaste, c'est bien plus large. Et on prend beaucoup de choses en compte. Ouais. On va terminer avec une photo de vous en exposition ou sur un salon à la rencontre en fait, du public. Yes. Parce que vous allez aussi rencontrer le public pour lui expliquer votre travail. En fait. Oui, alors ça, c'était il y a 1 semaine et demie ou 2. C'était à Joupa-Bouillon. Donc, c'était la mairie. Et en fait, là, j'ai fait des ateliers et c'était super parce que j'ai fait 3 petits ateliers. Il y avait sur les émotions, le stress et la communication. Ils ont été mes tip-top. Là, on a expliqué, on a pu même faire des jeux et c'était vraiment génial. Et vous ressentez ce retour, ce besoin d'échanger sur ces thématiques-là, sur les émotions, sur le... Ah non, mais j'en ai des gens, ils n'ont pas bougé, ils ont fait tous les ateliers, ils sont restés, ils sont revenus. Et il y a surtout ce qu'il y avait besoin, c'est surtout d'une proximité et de rendre ça accessible. Ce n'est pas la peine d'utiliser des mots compliqués. L'art de la communication, ce n'est pas de montrer son intelligence en disant des mots compliqués, ça y est, j'ai le jargon, etc. Même si j'aime beaucoup quand même manier le verbe, je trouve ça très important. Et je remercie Aimé Césaire, parce que quand je le lis, je prends un dico, mais alors là, j'apprends beaucoup de mots. Et en même temps, l'art de la communication, c'est de chercher à comprendre l'autre. Donc, quand je cherche à comprendre l'autre, je vais utiliser ces mots et on va se comprendre. Alors, vous allez comme ça à la rencontre du public, mais il peut aussi aller à votre rencontre à travers notamment votre site internet. Vous avez un site. J'en ai 2. Okay. 2 sites. Oui. Très bien. Il y a célinegomard.com, ça c'est pour les particuliers, et efficienceergo.com qui est pour les entreprises. Très bien. On arrive à la dernière partie de cette émission, politique. Alors, vous l'avez compris, vu le personnage, on ne va pas parler de campagne électorale, de politique politicienne. On va parler, je dirais, presque de principe de vie et peut-être même d'utopie ou de rêve, quelque part. Notamment, alors, la première photo, ce n'est pas forcément la photo rêvée, mais elle nous renvoie à un passé douloureux. C'est un symbole de l'esclavage et de la libération de l'esclavage en réalité. Pourquoi vous avez voulu cette photo ? Parce que nos ancêtres se sont battus pour cette abolition en 1848 et maintenant il est temps de se libérer de nos chaînes mentales. Voilà, ça veut dire que le travail a été fait en physique, on n'est plus dans les mêmes conditions, mais maintenant c'est notre mode de pensée qu'il est important parce qu'à cette époque-là, quand nos ancêtres ont été libérés, il n'y a pas eu de cellule d'écoute. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas dit écoutez, on s'est rendu compte qu'on a complètement déconné. Voilà, sonnez la corne de l'ombi et il va y avoir une psychologue qui va venir pour vous écouter. Non, nos ancêtres se sont construits, ils ne se sont même pas reconstruits. Ils se sont construits avec les représentations qu'ils avaient d'eux-mêmes. Et ce n'était pas joli. Donc on ne les a pas encouragés, on les a plutôt cassés, dénigrés. Et pour moi, c'était important cette image pour dire, libérons-nous de ces chaînes mentales. Je peux transmettre. Comment faire Déjà, se mettre de la conscience déjà. Par exemple, il peut y avoir des images où des fois on va dire, on ne se rend pas compte, on va dire, alors mon créole n'est pas terrible, mais je vais arracher ta figure, mon cas arracher figure bas, avec le geste comme ça. Mais ça ne nous appartient pas. Ça appartient à l'époque de l'esclavage, ça appartient du béquet qui avait vraiment des mots crus, qui faisait plein de choses pour maintenir en soumission le colon. Oui, pardon, le béquet, le colon, parce que le béquet, c'est le descendant du colon, mais le colon. Et en fait, non, je peux dire autre chose à mon enfant, je peux l'accompagner en mettant de la conscience, parce que ça veut dire que j'avais fait un accompagnement justement auprès d'éducateurs et j'avais dit ça, il a fait « Ah mais c'est vrai » parce qu'un jour j'ai dit ça à mon fils et mon fils a dit « Mais papa, si tu fais ça, je ne pourrais plus te parler parce que j'aurais plus de bouche. » Et c'est ça, c'est mettre de la conscience en fait dans nos mots. Vous avez utilisé le mot béquet, vous vouliez parler des colons et des esclavagistes avant eux encore. Comment faire ? On a beaucoup d'épisodes sur je dirais la fracture qui existe aujourd'hui entre les anciens esclaves et les anciens colons, les anciens esclavagistes. Comment faire pour réconcilier ces deux communautés, même si la communauté anciennement esclavagisée est beaucoup plus importante que la communauté béquée ? Bien sûr. Alors, ça c'est une bonne question. Je pense d'abord que le travail doit se faire en soi, parce qu'on ne peut pas forcer quelqu'un à faire un travail pour évoluer, pour changer. D'abord, c'est en soi, faire la paix avec
toutes ces parties de son histoire, de les regarder pour ce qu'elles sont, avec sans nier tous les effets, la douleur, la souffrance, vraiment en allant au centre de ça. Et après, de pouvoir regarder qu'est-ce que j'en fais. Voilà, comment je me construis aujourd'hui, qu'est-ce que je transmets à mes enfants. En 2022, ça serait bien qu'il y ait des choses qu'on arrête de transmettre. Quelle conscience je mets là-dedans. Et après, quand j'incarne quelque chose qui est différent, avec quelque chose d'apaisé, là, je peux discuter et échanger avec des personnes qui ne seront peut-être pas à l'écoute au début. Parce qu'ils ne vont pas sentir cette colère, cette haine. Du coup, ils ne vont pas être en protection. Parce que le rôle du cerveau, c'est la survie. Donc, si la personne en face, elle se sent attaquée, elle va se mettre en protection, mécanisme de défense. Et une action d'agression, c'est un acte de préservation de soi. Donc, si moi, j'arrive, je n'ai pas fait la paix et je suis en mode... je n'ai pas dit que ce n'était pas légitime, je ne me permettrai pas, mais que vraiment, je suis en mode... je vais tout détruire. La personne en face, elle va être... Je me protège. Et alors là, en termes de dialogue et de reconnaître ce qui a été fait, ce qu'on fait, ce qu'on va faire, c'est mort. C'est pour ça qu'on a du mal à se parler entre Békés et descendants d'esclaves. Oui, alors c'est vrai que j'ai inventé un terme, ou peut-être qu'il existe déjà, j'ai fait un néologisme. J'ai dit les Békés descendants et les afro-descendants. Mais en fait, je me suis rendu compte, on n'arrête pas de dire que l'alignation, elle est au niveau des afro-descendants. Mais non, en fait, l'alignation, ça veut dire que j'ai remis mon pouvoir dans une autorité. C'est-à-dire que mon mode de pensée, comment je vais décider de faire ci, de faire ça, je l'ai remis dans les mains de quelqu'un d'autre. Un État, une personne, que sais-je. Et bien, en fait, on se rend compte que pour aller vers un monde différent, il faut regarder aussi l'émetteur et le récepteur. Donc, l'accompagnement doit se faire également pour les afro-descendants et aussi pour les Békés descendants. Et quand je dis accompagnement, je ne suis pas en train de dire qu'on va leur faire la morale ou afro-descendants faire la morale. C'est déjà de chercher à se comprendre. Qu'est-ce que j'ai envie de reconnaître? Qu'est-ce que j'estime qui ne m'appartient pas? Et en même temps, je dis que ça ne m'appartient pas, mais en même temps, je jouis du fruit quand même également, que ça soit pour le côté afro ou pour le côté béké. Et là, on va regarder et on va chercher à se comprendre. Donc le vivre ensemble, le mieux vivre ensemble, comme certains ont tenté de faire passer le message il y a quelques temps, vous y croyez? J'y crois, mais ce n'est pas un travail qui se fait à l'extérieur, ça se fait à l'intérieur. Et ça ne va pas devenir des autres, ça va devenir de chaque personne à l'intérieur de soi. Parce que si j'attends que ça vienne de l'extérieur, je me remets encore dans cette aliénation. Alors on voit une autre photo qui traduit un petit peu selon vous la paix dans le monde, ou cette nécessité en fait de vivre ensemble, quelles que soient nos origines, en fait, quelle que soit notre race. Et c'est pour ça que je trouve qu'on a, je trouve qu'on a une facilité nous aux Antilles, parce qu'on a déjà tout ça dans notre culture. Sur cette petite île de 40 sur 80 kilomètres, il y a déjà tout plein de cultures mélangées. Donc si je fais déjà la paix, avec moi, mon histoire en tant que martiniquaise, j'ai déjà fait un énorme pas pour le faire également dans le monde. Parce que je serai déjà en paix avec toutes les différentes cultures. Quelque part, on pourrait être des exemples, des modèles. Mais moi, je pense carrément qu'on l'est, parce qu'on l'a dans notre sang. Mais d'abord, nécessaire que se diviser pour mieux régner, on met des mots dessus, on se rend compte, mais en fait, ça ne nous appartient pas, ça répond à une époque révolue. Et maintenant, je vais décider qu'est-ce que je vais en faire. Eh bien non, ça doit devenir ma force. Alors, une autre de vos préoccupations, c'est l'écologie, en tout cas la préservation de la nature. On va voir une photo, la photo suivante, qui symbolise un petit peu cette Martinique dans le monde, quelque part. Oui, parce qu'en fait, effectivement, on a évoqué tout à l'heure l'affaire du chlordécone. Et en fait, il faut assainir les sols, parce qu'il y a plein de personnes qui le disent, d'ici quelques décennies, les sols sont complètement appauvris en termes de nutriments. Donc, on pourra bientôt, d'ici 60 ans, on va se poser des réelles questions pour comment se nourrir. Donc, et la Martinique est super riche. Enfin, vous avez vu les fruits et légumes qui poussent ici, mais je découvre des trucs tous les jours, tous les jours j'exagère, mais des légumes qui sont super riches, qui sont super nutritifs, que nos anciens mangeaient plus et que nous, on a délaissé. Donc en fait, revenir à ce qu'on a déjà sur notre île, qui correspond aux besoins nutritifs pour nous déjà sur cette île. La photo suivante d'ailleurs est très évocatrice de cette nécessité de prendre soin de la terre, de la nourrir. C'est cette plante qui naît en fait au creux des mains. Exactement, d'un enfant. Et je l'aime beaucoup parce que en fait, quand je suis arrivée en Martinique, je me suis vraiment intéressée à l'écologie. J'ai rejoint un groupe, comme vous avez pu voir avec la photo de l'atelier. Et en fait, je me disais, mais pourquoi il n'y avait pas cette même conscience? Mais en fait,
comment pouvoir prendre soin de la Terre si on est déjà préoccupé par des questions existentielles? Et bah oui, mais comment je vais nourrir mon enfant? Comment je vais me loger? Comment je vais m'habiller? Comment je vais faire ceci? Après, quand on arrive avec, il Comment faut je vais faire le payer tri, mes courses? c'est ça? Comment Comment on va faire le tri? Bah, le tri, c'est, excuse-moi, c'est pas ma préoccupation. Moi, j'ai besoin d'avoir comment je vais me nourrir et nourrir les enfants. Ou d'abord les nourrir les enfants, et puis moi, c'est pas grave. Donc, il faut d'abord faire la paix, déjà, outiller les personnes pour qu'ils puissent se sentir mieux à l'intérieur. Et là, ils vont pouvoir s'ouvrir sur l'environnement. Les autres et l'environnement. Une très belle photo encore qui nous montre la nécessité et le côté indispensable de l'eau. On va voir la photo suivante qui, elle aussi, est très très belle et très évocatrice des problèmes d'aujourd'hui, en fait. Oui. L'eau devient une ressource de plus en plus rare C'est et cela. on ne la préserve pas suffisamment. Je vais être crue. On chie et on fait pipi dans de l'eau potable, quand même. Non, mais juste quand on y pense, quand j'étais en Bretagne, je me suis dit, mais comment ça se fait qu'on n'a pas mis des récupérateurs d'eau de pluie? Alors ici, c'est plus quand même répandu. On utilise un peu plus souvent, mais oui, il est temps quand même que cette eau, on en prenne soin, parce qu'il y a des pays qui sont plus défavorisés, eux, ils en pâtissent déjà, et nous, on continue sans conscience à l'utiliser à tout va, alors que non, elle est précieuse, cette eau. Et on s'en rend compte en ce moment où on est en période de sécheresse en Martinique. Et d'ailleurs, ce n'est pas seulement en Martinique, on le voit un peu partout aujourd'hui à travers le monde, dans l'Hexagone également. Vous avez l'impression qu'on n'a pas conscience du risque de manquer d'eau un jour? Ah non, pas du tout. Parce qu'on est entouré d'eau, parce qu'on a l'impression que la rivière va toujours se remplir. Oui, c'est ça, parce qu'on ouvre le robinet. Je veux dire que nos anciens, quand l'eau n'était pas courante, ils allaient remplir les bidons. Ils allaient à la source, donc la conscience de l'eau, on l'a. Enfin, moi, je l'ai connue quand j'étais petite, on remplait aussi les bouteilles à la fontaine. Donc la conscience de l'eau, on l'a. Mais ici, on ne l'a pas, parce qu'on ouvre un robinet. Et pour beaucoup de jeunes, l'eau, elle est gratuite. Ouais. Donc non. La photo de conclusion, Céline Gomard, on va la voir, c'est votre message de paix, en fait. Exactement. C'est exactement ça. C'est d'abord en soi-même. Et même si on peut dire une utopie, mais pour moi, ce n'est pas une utopie. Parce que quand on commence à faire, on regarde son passé et on lève le voile sur tout ce qui s'est passé, on dialogue, et puis on arrête de mettre la tête dans le sable en se disant je ne veux pas voir ce qu'il y a, et puis après se dire mais en fait la personne elle est comme ça, ou ça s'est passé comme ça. Soit je prends, soit ça ne me va pas et je vais vers autre chose. Et mais quand on commence à faire ça, en fait c'est atteignable. Parce qu'on commence à avoir une sérénité, une équanimité à l'intérieur, et qui fait qu'avec l'extérieur, dans les échanges, on se rend compte que c'est plus fluide. Et qu'après, on continue comme une goutte d'eau qui tombe par écho, par résonance, par vibration, mais ça s'étend. Merci beaucoup Céline Gomard. Les 52 minutes sont passées très très vite. Oui, effectivement. C'était très intéressant. Les téléspectateurs de Zitata savent où vous retrouver, sur Internet notamment. Merci à vous de nous avoir suivis. Première diffusion de C'est fait nous le mercredi à 20h. Et puis vous pouvez nous revoir ces émissions sur Zitata TV, mais également sur notre page YouTube. Très bonne soirée ou très bonne journée à tous.